Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à deux décisions de politique monétaire, des politiques monétaires qui ne cessent d'ailleurs de surprendre le marché depuis le début de l'année. Environ une bonne quinzaine de banques centrales ont revu leur politique monétaire à la baisse, en tout cas dans le sens de davantage de mesures accommodantes depuis le début de l'année. Je vais vous proposer d'ailleurs de revenir sur ces toutes dernières décisions de politique monétaire et de nous concentrer sur ce qui se passe sur le court terme, sur la livre sterling qui, après avoir corrigé depuis le début de la semaine, semble à nouveau recherché, et puis donc l'euro-dollar qui hier donnait un signal de vente clair, net et sans bavure à la cassure des 1,11 $, avec d'ailleurs, en utilisant les cours de clôture, c'est ce que je vais vous montrer à l'aide d'un graphique intraday sur l'euro-dollar, des signaux techniques de vente qui sont sans appel, assez typiques d'ailleurs de cas d'école d'analyse technique. Avertissement légal, je vous laisse en prendre connaissance. C'est probablement déjà le cas puisqu'il est affiché sous vos yeux depuis une bonne minute. Cette présentation est réalisée à titre purement indicatif. Vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement. Alors, parlons peu, parlons bien et revenons sur finalement, et avant la conférence de presse de Mario Draghi, ce qui est fait l'actualité depuis le début de l'année, et notamment sur ce mouvement général qui concerne donc les grandes banques centrales, des banques centrales qui poursuivent le mouvement général d'assouplissement monétaire, la Chine, la Turquie la semaine dernière, cette semaine l'Inde, la Pologne, bref, c'est un mouvement général qui ne s'arrête pas. Alors je vais revenir sur ces décisions-là. Nous avons tout d'abord eu samedi dernier la baisse surprise du taux principal de la Banque populaire de Chine de 25 points de base. Hier, la RBI, la Banque centrale d'Inde, a réduit pour la deuxième fois, lors d'une réunion, son taux repo de 25 points de base à 7,50%. Donc vous le savez, c'est ce qui a permis notamment au prix des actions indiennes d'atteindre de nouveaux sommets, et notamment un indice Sensex d'atteindre les 30 000 points. Cette semaine, certes, la Banque Réserve d'Australie n'a pas abaissé son taux principal comme elle l'avait fait en janvier, mais elle a laissé assez largement la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux d'intérêt cette année. En Europe, pour revenir plus proche de nous, la Banque centrale polonaise est allée nettement au-delà des attentes en abaissant hier de 50 points de base son taux d'intérêt. Les banques centrales en Europe réagissent clairement à la politique monétaire de la zone euro. Je vous rappelle enfin que la Banque centrale du Danemark continue de défendre ardemment ce fameux PEG face à l'euro. La Turquie avait également baissé ses taux de 25 points de base la semaine dernière. Bref, nous avons donc un mouvement général. En revanche, le Brésil a quant à lui relevé donc son taux principal qui s'appelle le taux Selic de 50 points de base. Mais hormis finalement la Banque centrale du Brésil, la Turquie, l'Inde, la Pologne, le Danemark, la Chine, nous avons, et puis l'Australie, le Canada en janvier, un mouvement général en faveur de davantage d'assouplissement monétaire. Alors, du côté de la Banque centrale, je dirais pas de surprise, vous connaissez les tenants et les aboutissants de la politique monétaire qui est pratiquée par la Banque centrale européenne depuis le début de l'année. Pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse du 5 mars 2015 est importante? Eh bien parce que le marché ignore un certain nombre de choses. Revenons sur ce que c'est le marché et revenons sur ce qu'ignore actuellement le marché. Ce que c'est le marché, c'est quoi? C'est que la Banque centrale européenne a annoncé en janvier vouloir lancer, à partir du mois de mars 2015, un programme d'achat de titres de dette de 40 milliards d'euros par mois. À partir de mars 2015. Donc, moi, comme vu, je consulte le calendrier économique et je constate que nous sommes le 5 mars 2015. Donc, nous sommes bien en mars 2015. Le marché est donc aujourd'hui en droit d'attendre la date formelle du point de départ de ce programme d'achat d'actifs. Et d'autre part, si ce programme d'achat d'actifs commence en mars 2015, le mois de mars est déjà commencé. Donc en clair, il reste déjà moins de 25 jours, et probablement moins que ça lorsqu'on étudie le nombre de jours ouvrés, pour racheter 40 milliards d'obligations d'État ce mois-ci. Donc déjà, il reste à la Banque Centrale Européenne, je vais les compter, il reste 15 jours ouvrés, un peu plus. Allez, il reste 16 jours ouvrés pour placer ce mois-ci 40 milliards d'achats de titres de dette. À moins que ce mois de mars ne soit pas un mois complet pour ce programme mensuel de 40 milliards d'obligations d'État. Alors vous l'avez compris, il y a beaucoup de questions que se pose le marché. Est-ce que réellement 40 milliards vont être placés dès ce mois de mars? Ou est-ce que cela va être fait au prorata? Est-ce que le programme commence effectivement en avril? Bref, ces annonces formelles vont avoir lieu tout à l'heure, donc à partir de 8 minutes, dans la conférence de presse que va donner Mario Draghi.
Alors, en ce qui concerne le marché des changes, l'euro est à son plus bas niveau depuis 2003. Bon, ça c'est quelque chose que vous savez. Et commençons donc justement par la paire euro-dollar. Pour conclure cette introduction fondamentale, je vous rappelle que la nuit dernière, nous avons la publication du livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis. Concrètement, la Réserve fédérale des États-Unis est assez optimiste. Elle envisage toujours une croissance de l'activité dans la plupart des régions et du secteur industriel aux États-Unis. Enfin, je vous rappelle que la Chine a revu à la baisse, mais ce n'est pas une surprise, son objectif de croissance économique pour l'année 2015 à 7% contre 7,5% en 2014. Voilà donc pour cette introduction fondamentale, elle est désormais révolue. Revenons donc sur cette paire euro-dollar qui évolue sur un plus bas de 12 ans. Un plus bas de 12 ans en amont d'ailleurs de la conférence de presse de Mario Draghi. Concrètement, c'est un scénario que nous avons privilégié depuis le début de la semaine, à savoir ce scénario qui est toujours d'acheter la rumeur, vendre la nouvelle. En clair, le marché s'est positionné un stack précoce et bien avant la conférence de presse de Mario Draghi. Mais simplement en évacuant ces fondamentaux et en se concentrant cette fois-ci uniquement sur les charts, en se concentrant uniquement sur l'analyse technique, honnêtement, depuis jeudi dernier, l'analyse technique de la paire euro-dollar, il y avait 300 pips dans le sens de la tendance baissière, et je dirais sans aucun doute. Les signaux, je vais vous les rappeler dans l'ordre. Nous avons d'abord eu la cassure des 1,1350, c'était le 26 décembre dernier. Le signal de vente assez limpide avait été donné à la cassure des 1,1260. Ensuite, je vais passer en cours de clôture, et le dernier signal de vente qui a été donné, c'était hier à la cassure des 1,1170. Nouveau signal ensuite à la cassure des 1,1150, et le marché a fait ce matin, donc il s'est approché des 1,10. Le marché est arrivé à 1,1226. Alors maintenant, moi j'ai envie de dire que l'essentiel du mouvement est fait, et que clairement l'incertitude ne prévalait pas réellement avant. Par contre, durant une conférence de presse, on peut s'attendre à une augmentation significative de la volatilité réalisée qui peut mettre en péril un certain nombre de stratégies de trading. Mais en l'état, si je m'en tiens ici à l'analyse technique de la paire euro-dollar, j'aurais tendance à dire que la toute première résistance, elle passe à 1,1096, 1,11, et que la résistance de dimension un peu supérieure à 1,1145, 1,1150. Pour le moment, donc, nous sommes ici face à un euro et une paire euro-dollar sur un plus bas de 12 ans. Nous sommes sur les niveaux connus de l'année 2003. Alors la livre sterling, j'aurai aussi l'occasion d'en reparler et je vais vous proposer un tour d'horizon des paires en livre sterling. Pourquoi? Parce qu'elle réagit plutôt bien suite à la non-décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre tout à l'heure, donc à l'heure du déjeuner. Le marché maintenant va probablement attendre les fameuses minutes de la Banque d'Angleterre. En tout cas, la livre sterling et certaines paires en livre sterling réagissent plutôt bien. Les indices boursiers n'auront pas consolidé très longtemps. Finalement, la consolidation elle a duré 2 jours. Alors, lorsque vous étudiez les graphiques en données journalières, on peut même avoir le sentiment que les indices boursiers européens ils sont sortis par le bas de configuration en drapeau, ce qui est plutôt une des configurations chartistes les plus bullish, notamment dans ces phases de forte tendance haussière depuis le début de l'année ici sur les actions européennes. Moi, ce que je remarquais tout à l'heure, c'est que les marchés actions européens ont ouvert ce matin en gap haussier, ce qui leur a permis de sortir de cette espèce de petit range légèrement baissier, notamment ici sur le CAC 40, entre 4950 points et 4850 points. Au-delà de ça, lorsque j'étudie le graphique intraday de notre CFD FRA 40 en données 4 heures, on avait eu en effet un signal négatif à la cassure des 4907 points. En l'état, il y avait une divergence haussière cachée en intraday sur les marchés actions européens. Pourquoi? Eh bien, regardez ici, vous aviez un nouveau plus bas sur le RSI H4 du CAC 40, cassure de la neutralité sur le RSI H4 du CAC 40. Voici à quoi cela correspondait comme type de creux sur les prix. Regardez où était le marché. Donc en l'état, le cours de l'indice CAC 40 a réagi et j'avoue, je ne pensais pas d'ailleurs que la phase tendancielle primaire haussière pouvait redémarrer aussi vite, et c'est ce qui s'est passé avec la tenue de cette ligne de tendance, et aujourd'hui donc la réalisation par l'indice CAC 40 de nouveaux sommets historiques. Oui, je vous rappelle, qu'en tenant compte des dividendes payés aux acheteurs d'actions, c'est représenté par le CAC 40 Total Gross Return, oui, nous avons donc de nouveaux sommets historiques. Alors, voilà donc pour l'indice CAC 40, et en l'état il est en train de tenter donc de casser les 4950 points et d'aller plus haut.
lorsque vous étudiez le DAX, c'est globalement la même chose. Le DAX, lui, a d'ailleurs approché une extension importante ici, qui est celle des 11 526 points. Hier, ce qui était intéressant, toujours en utilisant ces fameux ratios d'extension de Fibonacci, c'est qu'on avait donné un signal négatif en cassant ici les 11 339, et c'est le tout premier support suivant à 11 189, et d'ailleurs sur le RSI H4, la neutralité, ici le niveau des 50, qui permet donc en tout cas à ces marchés de reprendre leur phase ascendante. Alors, des actifs, il y en a un certain nombre à suivre. Je pense qu'on peut se concentrer naturellement sur les paires en euros. Il n'y a pas non plus que l'euro-dollar. On va aussi se concentrer, je pense, et notamment d'ici demain, sur les cours de l'once d'or. Ça, vous l'avez bien compris. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on a globalement, je trouve, bien accompagné depuis le début de la semaine. Je vais revenir, vous inquiétez pas, sur ce qui a été moins bien appréhendé. Je vais notamment revenir sur le GBP CAD, le GBP AUD, le GBP NZD. Vous avez tous pu observer la belle réaction haussière. Et je vais revenir sur ces choses-là. Nous, notre point de vue sur les métaux précieux, c'est que les semaines de NFP, généralement les métaux précieux se montrent anémiques jusqu'à la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Regardez, nous sommes le 5 mars, la semaine a commencé le 2 mars. Donc la semaine a commencé ici, sur l'once d'or. Voilà. Donc clairement, depuis le début de la semaine, l'once d'or est dans un range. Il est parti de la partie haute du range pour aller dans la partie basse. Un range que je pense que nous pouvons délimiter ici sur le XAUUSD entre 1195 $ et 1220 $. Bon, c'est assez classique des semaines de NFP. Le marché attend le positionnement, l'état des lieux du marché du travail aux États-Unis au mois de février, puisque ce sont des données qui sont, je dirais, étudiées par la Réserve fédérale des États-Unis pour les perspectives de sa politique monétaire. Et lorsque le marché prend connaissance d'un rapport NFP, généralement les anticipations d'évolution de taux d'intérêt aux États-Unis évoluent. Et par rapport à ces anticipations d'évolution de taux d'intérêt aux États-Unis, le positionnement vis-à-vis de l'once d'or se réajuste. Donc cette semaine, on attend. On attend. Admettons tout de même que cette semaine, les statistiques US, si vous en avez fait un bilan, elles sont quand même sérieusement solides. Qu'il s'agisse des indicateurs avancés ou encore des chiffres de l'emploi relevés par l'ADP, globalement, ils sont solides. Et le consensus est confiant demain pour le rapport NFP. Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler demain. Revenons donc à nos moutons. Pour le moment, l'once d'or reste enfermée dans un range entre la ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre et la ligne de tendance baissière en place depuis le 22 janvier. Ça, c'est pour, je dirais, les niveaux obliques. Les niveaux de prix horizontaux, si je devais en choisir deux, eh bien, je dirais 1195 $, 1195, 1200 et 1220 $. J'ai le sentiment qu'on en sortira de cette zone de compression d'ici demain, en toute probabilité. Alors, petit aparté, notre contrat CFD ici sur le Bund expire ce soir. D'accord, donc soyez extrêmement méfiants des mouvements que vous commencez à observer sur notre contrat. Ce soir, toutes vos positions seront clôturées. Et de manière générale, il y a une volatilité qui augmente cette semaine sur les rendements obligataires, qui ont tendance d'ailleurs à progresser depuis le début de la semaine, dans l'attente des détails de l'engagement du programme d'achat de titres de dette par la Banque Centrale Européenne. La conférence de presse de Mario Draghi commence tout de suite. Je vous invite d'ailleurs à suivre notre section news en temps réel, sur laquelle vous allez retrouver justement une forme de synthèse et puis voir de l'interprétation de ce qui va être proposé comme conférence de presse par Mario Draghi. Mais en tout cas, depuis le début de la semaine, il y a plutôt un renforcement des rendements obligataires au sein de la zone euro, quitte à finalement revoir une phase plutôt baissière sur ces rendements obligataires lorsque nous aurons les détails. C'est le 9 mars, le point de départ. Ok, voilà, donc première information, le programme d'achat de titres de dette commencera le 9 mars. Voilà donc une première incertitude qui est levée et qui est désormais donc connue par le marché. Ça commencera donc le 9 mars, donc nous sommes le 5 mars. Lundi prochain va commencer le programme d'achat de titres de dette par la Banque Centrale Européenne. Donc elle doit placer 40 milliards d'euros d'ici la fin du mois. Donc elle a 17 jours ouvrés, donc 17 jours ouvrés pour placer 40 milliards d'achats de titres de dette au mois de mars. Donc voilà, ça commence lundi prochain. Voilà donc une première information. Et puis là, donc Mario Draghi est en train de s'exprimer en temps réel lors d'une conférence de presse. Donc les informations vont venir petit à petit. Mais au moins, nous avons une date. C'est le 9 mars. C'est quelque chose qui est déjà précis. Au moins, c'est une date formelle. Alors,
je vais commencer par me rendre dans la file commentaires, commencer à répondre à vos toutes premières questions, et puis ensuite je vais continuer ce tour d'horizon, puisque des actifs il y en a beaucoup, des paires de devises il y en a beaucoup, j'imagine que vous pouvez avoir aussi des questions sur le dollar néo-zélandais ou le dollar australien, sur d'autres paires en euros, voire de manière générale sur la livre sterling. Mais étant donné que Mario Draghi s'exprime et que la volatilité va augmenter, et que dans un premier temps il faut prendre connaissance de l'information, et dans un second temps la comprendre et la décrypter, laissons-le s'exprimer et je vais commencer à répondre à vos toutes premières questions. Alors, première question, bonjour par fil. Vincent, avec une telle perfusion, en quoi Mario Draghi pourrait-il décevoir les marchés? Écoutez, déjà, alors ce qu'aurait pu décevoir, c'était une date de départ plus tardive ou des nuances. Bon, là, il y a l'air de globalement ne pas avoir réellement de nuances, et puis la date de départ, elle est plutôt tôt, puisque c'est dès lundi prochain. Donc, voilà. Alors, les statistiques américaines attendues cet après-midi, probablement reportées, selon Reuters nous précise JAS Capital. Bon, ça c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait possible. Donc on a une première réaction qui est positive sur la paire euro-dollar. Alors, si je devais choisir une résistance sur la paire euro-dollar, j'aurais tendance à plutôt insister sur les 1,1150. Pourquoi? Parce que lorsque j'étudie la paire en cours de clôture, voilà où se trouve la toute première résistance en cours de clôture. Je dirais sur un horizon de temps quand même assez fort. Donc c'est ce niveau-là des 1,1150 que je vais mettre ici en gras. Et je vais plutôt donner au précédent plus bas annuel une dimension un peu plus secondaire. En l'état, nous avons donc ici sur le cross euro dollar ce type de chandelier. Toute première résistance 1,1096, résistance de portée un peu plus supérieure, ce sont les 1,1150. Donc c'est ici le cours de clôture. Donc le cours de clôture ici c'était voilà pile poil 1,1150. Enfin c'était 1,1151. Donc je vais l'ajuster. Voilà, mais pour le moment, ce marché se maintient sous la toute première résistance. Je vous rappelle finalement qu'hier, on a donné un signal qui était globalement assez négatif. Pourquoi? Parce que le marché de l'euro-dollar évoluait dans un canal de baisse à faible pente et il est sorti par le bas d'un canal de baisse. Et ça, clairement, dans une tendance baissière, sortir par le bas d'un canal chartiste baissier, c'est plutôt quelque chose, clairement, de faible. Donc voilà, pour l'instant, on l'état ce que nous avons, et puis nous avons toujours cette résistance ici sur le RSI H4 de la paire euro-dollar. Donc, toute première résistance à 1,1096, étant donné que les 1,1096, 1,11 sont la toute première résistance à l'aide portée intermédiaire. Si stratégie de vente il doit y avoir dans le sens de la tendance, forcément l'exposition doit rester secondaire, au même titre que la portée du niveau horizontal, mais c'est un premier niveau. Le niveau clairement un peu plus solide, où là l'exposition peut être plus élevée dans le sens de la tendance, c'est clairement la résistance à 1,1150 $ sur la paire euro-dollar. Alors, venons-en maintenant, le temps de laisser Mario Draghi s'exprimer, à d'autres paires de devises, et notamment la livre sterling, puisque nous avons eu aussi une décision de politique monétaire de la livre sterling, pardonnez-moi, de la Banque d'Angleterre aujourd'hui. Alors d'ores et déjà, constatons une chose. Première chose à constater, le dollar US établi selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index de manière encore assez marginale, mais cependant tout de même de nouveaux sommets annuels, puisque voilà, on a légèrement débordé les 11 886. Pour l'instant c'est pas significatif, je suis pas certain que la résistance a été cassée, mais en tout cas voilà ce que teste actuellement donc l'US Dollar Index. Par contre nous avons, je pense, les 11 854 qui sont le précédent top de l'année 2009, je dirais en tant que premier niveau de support. Voilà donc ce que nous avons. Donc, dans un premier temps, ce qui est possible d'envisager sur le dollar US, c'est un mouvement de retour en direction de ses premiers niveaux de support, avant d'envisager ensuite, dans un second temps. Alors, ok, donc deuxième information, comme communique Adrian, la Banque Centrale Européenne révise à la hausse ses anticipations de croissance pour l'année 2015, c'est ça, 2015 de 1% à 1,5%.
Et en 2016, 1,9 contre 1,5%. Donc la Banque Centrale Européenne réajuste à la hausse ses anticipations de croissance économique. Donc là aussi, c'est pas une surprise, puisque regardez la dynamique des actions européennes depuis le début de l'année, plus 15%. L'euro fait partie. Alors, l'euro-dollar, venons-en justement à l'euro-dollar. Donc vous constatez que l'euro-dollar, les 1,11 sont un niveau intermédiaire qui ne bloque pas l'appréciation des cours. C'est une résistance que je considère d'ailleurs toujours comme un niveau intermédiaire. Je pense que la première résistance digne de ce nom se situe à 1,1150, d'autant plus qu'elle va venir, je dirais, se renforcer avec cette oblique ici sur le RSI. Donc si je devais mentionner un niveau pour une stratégie dans le sens de la tendance, ce ne serait pas avant les 1,1150 ici sur la paire euro-dollar, tout simplement parce que ces 1,1150 sont de toute façon simplement ici la première résistance en cours de clôture. Voilà donc en fait ce qu'on peut envisager sur le cross euro-dollar, c'est globalement de revenir chercher ces zones-là, je dirais entre 1,1150 et 1,1170, 1,1175. Pourquoi? Parce que c'est aussi la partie haute de cet ancien canal. Donc réellement, voilà où se trouve une zone de résistance solide sur la paire euro-dollar, c'est cet intervalle. Voilà. 1,1150, 1,1175, et qui d'ailleurs est globalement renforcé aussi par une oblique de résistance ici sur le RSI H4 de la paire euro-dollar. Et quant au dollar US, on peut en envisager un pullback sur ce premier support à 11 854, avant pourquoi pas d'envisager derrière une reprise de la phase de hausse. Les indices boursiers, le CAC 40 qui fait une mèche, qui pour le moment ne réalise pas de cassure haussière, donc ici ne serait-ce que sur la base d'une clôture intraday, les 4950 ne sont pas débordés, donc sur la base d'une clôture intraday. Donc il y a clairement de la volatilité, mais pour le moment le marché reste en position sous les 4950 points. Et quant à l'indice allemand DAX, eh bien lui c'est la même chose, il reste en position pour l'instant sous les 11 467. Moi ici, en utilisant ces graphiques intraday H4, je me base sur 4 cours de clôture. Cours de clôture de 7 heures, cours de clôture de 11 heures, cours de clôture de 15 heures et cours de clôture de 19 heures. La clôture H4, c'est à 15 heures, donc dans 21 minutes que sera donné le prochain signal. Donc en fonction du cours de clôture de ce chandelier, nous saurons et connaîtrons le prochain signal de trading sur ces indices boursiers européens qui pour le moment restent en position sous cette résistance. Alors, j'avais commencé à revenir sur la livre sterling. C'est pas forcément du côté du GBP USD qui a aujourd'hui réellement des réactions. Le GBP USD il est plutôt sous pression depuis la cassure des 1,5319 et de manière générale depuis un rejet sous la résistance des 1,5540. D'autre part, le GBP USD subit aussi lui la force de la partie USD. Donc c'est une paire de devises qui a tendance à continuer de se replier et je pense et ne serait pas surpris qu'elle rejoigne les 1,52. Par contre, du côté d'autres paires en livres sterling, il y a eu des réactions différentes. Alors, je vais revenir justement sur ces paires en livres sterling, et notamment donc sur le GBP NZD avant d'étudier le GBP AUD, le GBP CAD et d'autres paires de devises susceptibles de vous intéresser. Hier, je revenais justement sur ce graphique du GBP NZD. Le propos était de dire que le marché avait réalisé une cassure ici des 2,0307, donnant un signal de vente négatif. Et le marché est revenu en fait au contact de ce qu'on peut lire comme l'ultime rempart. L'idée c'était quoi c'est qu'on avait ici une jambe de hausse et qu'on avait toujours la possibilité d'envisager simplement un pullback, un retracement. Bon, il s'avère que le GBP NZD a fait un pullback sur cette ancienne ligne qu'il avait cassée par le haut. Venant d'ailleurs réaliser un pullback, s'appuyant sur le ratio de 50% de retracement. Alors par contre, sur le court terme, désormais, pour donner un prochain signal, il faut reprendre ici le niveau des 2,03, 2,0310 sur la base d'une clôture positive et au moins une clôture H4. Donc la clôture H4 c'est à 15 heures. Voir le marché reprendre les 2,0310 en clôture H4 validera tout simplement le fait que nous avons eu un temps numéro 1, un temps numéro 2, un temps numéro 3, une vaste jambe, une vaste phase de consolidation qui s'apparente à une vague 4 et la possibilité derrière de voir le GBP NZD se rediriger à nouveau en direction des 2,06, 2,0650. En tout cas, réaction intéressante ici au-dessus des 2,0080 hier. Cette oblique ici, donc sur le GBP NZD. Alors j'ai hâte de voir en l'état, si vous voulez, les clôtures H4 de 15 heures, parce que ce sont sur ces clôtures H4 de 15 heures que je vais me baser pour mettre à jour
les vues de marché. Donc clairement, ce que nous devons surveiller à 15 heures, c'est le positionnement de l'euro-dollar vis-à-vis de deux niveaux, d'une part les 1,11 et d'autre part les 1,1150. Alors si par exemple je devais arrêter la clôture maintenant de l'euro-dollar, en l'état, le marché resterait en position sous les 1,11. Donc voilà, ça fera partie des choses à suivre tout à l'heure. Et nous verrons aussi naturellement quelle sera la clôture dans 20 minutes du CAC et du DAX vis-à-vis des 4950 points ici sur le CAC 40, ou encore vis-à-vis ici des 11 467. La question se pose, aurons-nous des cachures haussières intraday ou aurons-nous un rejet sous les sommets qui avaient été établis le 27 février? C'est la question auquel nous aurons la réponse tout à l'heure sur les actions européennes. Le GBP USD, je pense, présente peu d'opportunités puisque la perte de devise continue de glisser tranquillement. Alors par contre, il y a clairement eu un mouvement de faiblesse du côté du dollar néo-zélandais, peut-être eu égard à des éléments qui sont liés aux nouvelles perspectives de croissance économique en provenance de Chine ou au mouvement général accommodant des politiques monétaires qui sont pratiquées en Asie. Puisque voilà, si vous prenez les récentes informations en provenance de Chine ou d'Inde, au-delà de ça, et en ignorant tous ces fondamentaux, notre discours sur le NZD-USD a toujours été de dire que 0,76 constituait une résistance pour adopter une stratégie de vente sur le NZD-USD, ce qui a à nouveau plutôt bien fonctionné hier, puisque le NZD-USD a rejeté, je crois d'ailleurs pile poil. On pourrait même envisager en l'état un scénario de double top sous les 0,76, alors à valider, mais ça commence, je dirais, à avoir... Bon, ça avait déjà une sale tête, hein, si vous me permettez l'expression, sous les 0,76. Mais là, clairement, si le GBP-NZD devait casser, si le NZD-USD devait casser les 0,7685, eh bien, moi, je serais pas surpris que ce marché retombe en direction des 0,7320 lors des prochaines séances, notamment si demain l'USD devait se renforcer avec la publication du rapport NFP. Donc, le NZD-USD reste parmi les paires en dollars importantes, une des candidates toujours intéressante lorsqu'elle est sous résistance et notamment les 0,76 pour une stratégie de vente. Alors le NZD est sous pression, vous avez un article sur notre site concernant la paire AUD-NZD, je vous invite donc à en prendre connaissance. Le GBP-NZD, je viens de le couvrir et je pense que nous pourrions avoir un signal positif en refranchissement des 2,03 pour envisager derrière de repartir de l'avant. Et donc pour le moment l'eurodoll reste sous sa première résistance et bon, peut-être que le CAC et le DAX vont tenter de donner des signaux d'achat en réalisant une cassure des sommets du 27 février, mais pour le moment on manque un peu de recul, attendons au moins la clôture de 15 heures. L'euro GBP. L'euro GBP voit sa situation se neutraliser au-dessus des 0,7250. Les 0,7250 c'est un niveau horizontal de forte importance, hein, c'est vraiment un pivot sur des graphiques de long terme. Vous allez voir que le niveau des 0,7250 c'est un pivot horizontal qui a été très fort sur ce marché entre 1997 et 2007. Bon, pour le moment il n'y a pas de réaction significative, mais est-ce que l'euro GBP est-il en train de construire un espèce de wedge de biseau? Est-il en train de tenter de faire un espèce de double creux de court terme sur 0,7250? En tout cas, pour le moment, la réponse, elle ne vient pas. Et j'aurais tendance à dire que nous sommes entrés dans un range entre 0,7240 et 0,73, ici, sur l'euro GBP. Et c'est de ce range dont il faut sortir pour envisager la suite. En sortir par le haut permettrait de défendre une approche, pourquoi pas en biseau. Franchement, je ne veux pas exagérer la portée de cette figure, hein. Je la vois pas réellement impulsive, mais nous sommes dans un range assez serré d'une soixantaine de pips, 0,72, 40, 0,73. Pour le moment, le marché ne donne pas davantage de signaux. Alors des paires de devises, il y en a beaucoup. Étant donné que nous sommes quand même dans une session Banque Centrale Européenne, je vais essayer de ne pas couvrir que l'euro-dollar. L'euro-dollar qui reste pour l'instant sous sa première résistance. L'euro GBP, je viens de vous en donner une lecture. Je pense que c'est intéressant à nouveau d'étudier l'euro AUD, l'euro CAD ou encore l'euro yen. Et permettez-moi de commencer par l'euro yen. Si je le trouve bien sûr dans mes charts, le voici. Alors l'euro yen est en train de tester une résistance d'ailleurs. Une
toute première résistance. Alors, ça c'est le graphique que je vous ai proposé hier sur l'euro-yen. C'est une paire de devises qui globalement s'est neutralisée, je dirais, depuis le début du mois de février, mais qui globalement donne encore des signaux, par contre ne sont pas hyper directionnels. Le dernier signal de trading avait été donné, et c'était franchement sans bavure, sur ce chandelier H4 sur l'euro-yen. C'était en fin de session asiatique et en début de session européenne, la cassure des 133,50. L'objectif de course était de revenir sur le support à 132 qui a été atteint. Réaction ici positive sur le support à 132 $, et test de la toute première résistance à 133,55. Donc en l'état, les 133,55 yen, pardonnez-moi, yen, c'est la toute première résistance sur l'euro yen. Après, je ferai quand même attention, mais ça demeure la toute première résistance sur l'euro yen. Donc en l'état, pourquoi pas candidate à une éventuelle stratégie négative. On a aussi ce type d'oblique ici sur le RSI H4 de l'euro yen. Donc voilà, d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire euro yen sous résistance, tant du point de vue des prix que du momentum. Et l'euro dollar, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, pour l'instant, on a simplement fait un pullback sur 1,11 qui n'était pas extrêmement profond, puisqu'on allait chercher 1,1112. Donc globalement, l'euro-dollar reste sous résistance. Euro-GBP, vous l'avez compris, 0,7240, 0,73 range. Eurodoll de résistance était à l'étude, une intermédiaire à 1,11, une de dimension supérieure à 1,1150. Celle des 1,11, pourtant de portée intermédiaire, semble déjà agir sur les cours. L'euro-yen sous sa première résistance à 133,50. Et pour l'instant rejette sous sa première résistance. Eurocad, Euro-AUD, eh bien c'est parti, je les découvre avec vous. Alors, l'Eurocad, bon, bah là aussi, hein, l'analyse technique, je dirais, a globalement été respectée. D'ailleurs, l'Eurocad fait des nouveaux plus bas annuels. Et même l'Eurocad a fait des nouveaux plus bas de 2 ans. L'Eurocad est revenu sur ses niveaux de septembre 2013. Cette paire, elle est un peu traite. Pourquoi? Parce que sur les dernières semaines, notamment depuis le début de l'année, c'est la confrontation de deux devises faibles. Et lorsqu'on étudie les paires, notamment en dollar canadien, c'est pas celle qui s'inscrit le plus en tendance. Alors, la tendance de fond, elle est baissière, il n'y a pas photo. Hein. On a toujours cette espèce de canal de baisse en place depuis mars 2014. Mais depuis le dernier trimestre 2014, c'était devenu une espèce de range vraiment pas évident, entre 1,37 et 1,45. Il y a eu une tentative de cassure ici. Alors, la première résistance sur l'Eurocad, elle est là. Hein. Regardez. De temps en temps, prenez l'habitude de basculer en cours de clôture. C'est ce qui vous permettait notamment d'attraper les signaux de vente sur la paire euro-dollar. Et lorsque vous basculez en cours de clôture, sur l'Eurocad, la première résistance est à 1,3822. Donc, au final, et pour synthétiser, l'Eurocad ressemble beaucoup à l'euro-yen ou à l'eurodoll. À savoir l'euro-yen qui pour l'instant est sous sa première résistance à 133,50, l'eurodoll première résistance intermédiaire à 1,11, Eurocad première résistance à 1,3822. Et enfin l'euro AUD. Et l'euro AUD, c'est lui aussi la même chose, même si là, honnêtement, l'euro AUD, j'aurais tendance à délimiter ce type de canal chartiste, qui est un petit canal de baisse. J'aurais tendance à le... Oui, voilà, ce type de... Voilà aussi, le signal de vente, il a été donné la semaine dernière à la cassure des 1,44 sur l'euro AUD. Cassure des 1,44 qui a été suivi d'un pullback le 2 mars. Et depuis l'euro AUD, bah, il casse un support, il fait le pullback. Il casse un support hier à 1,4272. Et là, il vient de faire le pullback. Donc au final, après avoir regardé toutes les paires en euros, j'ai l'impression que globalement, elles sont toutes sous résistance. Et qu'elles ont profité de la première partie de la conférence de presse de Mario Draghi pour simplement effectuer des pullbacks sous les premières résistances. Qu'il s'agisse de l'Eurocad, de l'euro AUD, de l'euro yen, de l'euro dollar. La seule finalement qui est un peu différente,
de toutes ces paires en euros, c'est l'euro GBP, qui lui est plus dans un petit range, mais bon, il n'est pas pour autant plus fort, quoi. Lui aussi, globalement, il est sous pression, hein, et notamment sous sa première résistance, que je situerais aux alentours des 0,73. Alors, la clôture H4 a lieu dans 8 minutes, donc tous ces chandeliers H4 que je viens de vous décrire, ce qui est important, c'est le cours de clôture de 15 heures. En tout cas, ici, c'est le principe de cette émission Wall Street Insider. En l'état, si je devais arrêter maintenant les chandeliers H4, autant vous dire que c'est fermement baissier sur l'eurodoll, c'est plutôt bullish sur les actions, et que de manière globale, c'est fermement baissier sur les paires en euros. Jette un œil quand même à l'once d'or, voir s'il se passe quelque chose, et sans surprise, il ne se passe pas grand chose, mais l'once d'or attendra probablement demain, avant de sortir de sa léthargie. Alors je ne personnalise pas l'once d'or, hein, en disant qu'il attendra demain. Ce sont les investisseurs qui vont probablement attendre demain avant de se positionner vis-à-vis des métaux précieux. Ok, donc là je vois qu'il y a un certain nombre de commentaires qui sont arrivés depuis, donc je reviens dessus. Vous êtes nombreux à apporter un certain nombre de commentaires liés à ce que dit Mario Draghi, en plus des commentaires que mon collègue Adrian m'a précisé. Et première question sur le GBP CAD. Alors, le GBP CAD, je n'y échapperai pas. Hier, je vous ai proposé un certain biais, une vue de marché. Elle a été malmenée, donc je vais être transparent dessus. Qu'est-ce que j'ai dit hier et que s'est-il passé? Première chose que j'ai dit hier sur le GBP CAD, c'est que je m'intéressais à une zone comprise entre 1,90 et 1,90,30. Autant vous dire que cette zone, elle a été cassée. Ça, c'est un fait. Cette ligne de tendance n'aura pas fonctionné bien longtemps après une réaction positive initiale. C'était un niveau de dimension intermédiaire. Par contre, sur le GBP CAD, le support majeur consiste en les précédents tops de 2014. Le support majeur sur le GBP CAD, c'est 1,87, enfin 1,86,70. Mais revenir chercher un 86,70, bon, ce serait le point d'achat parfait, hein. Il n'y aurait pas photo, hein, si on venait chercher un 86,70. Mais honnêtement, je ne suis pas certain que le marché offre la possibilité d'un pullback aussi profond à 1,86,70. La Banque centrale d'Australie et la Banque centrale du Canada, je fais un parallèle entre les deux, elles ont surpris leur monde en janvier, elles n'ont pas réagi en mars, mais elles ont tout de même laissé la porte ouverte à davantage de mesures accommodantes, sans surprise, à l'image de ce que font finalement toutes les banques centrales, sauf la Fed. Et bon, il n'y a pas que la Fed, il y a aussi, on a pu le voir, la Banque centrale du Brésil, mais ça ce sont pour d'autres problématiques, un certain nombre de pays émergents qui ont plutôt un cycle des taux d'intérêt inverse à ce qui se fait au sein de la zone euro et ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir aussi à un moment ou à un autre un intérêt à revaloriser sa monnaie ou à réattirer des capitaux, etc. etc. Donc c'est pas réellement la même chose. Mais clairement, je pense que la dynamique baissière du dollar canadien, elle n'est pas menacée sur le fond. Certes, hier, les 1,90 n'ont pas réellement agi sur le GBP CAD. Je ne sais pas si les 1,89 seront le bon niveau de support ou si réellement on ira chercher un 87. Mais j'aurais plutôt tendance toujours à me concentrer sur les niveaux de support. Alors, l'analyse technique, elle invite plutôt à attendre la cassure d'une résistance pour se repositionner. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce GBP CAD. Mais bon, j'ai un biais qui est haussier. C'est pas bien d'avoir un biais. J'aurais peut-être pas hier ignoré le signal de vente intraday qui était donné. Mais j'ai encore le sentiment que les 1,89 pourraient tenir. Et je serais vraiment rassuré si je voyais le marché refranchir les 1,91. Même déjà refranchir les 1,90, je pense que ce serait pas mal sur ce GBP CAD. Et donc l'euro-dollar qui s'apprête à inscrire un nouveau plus bas de 13 ans, je pense. On est quoi? On est en 2015, donc de 12 ans. Voilà. Donc voilà, il y avait à nouveau un pullback. Bon, c'est un fait. Alors je reviens d'ailleurs sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Je pense être trop gentil avec lui en anticipant
Là aussi un mouvement de retour. En l'état, nous avons en cours un signal de trading qui est peut-être en train de donner notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. En réalisant, bon, ça mérite d'être confirmé en clôture journalière, mais en tentant de réaliser la cassure de ces sommets de février dernier. Donc ce niveau-là des 11 886. Bon, après, il ne faut pas être surpris. Hein. Déjà, on sait comment est calculé cet indice, mais de manière générale, les statistiques US, elles étaient solides cette semaine. Donc bon, en l'état, on a plutôt toujours des probabilités de voir le dollar US inscrire demain de nouveau plus haut, ce qui pourrait mettre sous pression les métaux précieux, et notamment mais pour l'instant aucun signal des données, notamment les 1195 $ de l'once d'or. Je ne sais pas si ce niveau finira par casser, j'en sais rien, mais je dirais que on a plutôt des éléments cette semaine fondamentaux et monétaires, etc., qui militent plutôt pour qu'on casse le support. Mais pour l'instant, le signal n'est pas donné, donc il peut se passer tout le contraire. Alors, bonjour Tradator. Quelles sont les 3 paires de devises les plus faciles à trader à long terme? Tout dépend ce que vous entendez par facile. Je pense qu'il n'y a jamais de stratégie facile, mais pour vous répondre de manière générale, les paires de devises les plus simples à trader sont celles qui affichent les tendances les plus nettes, tant sur le plan de l'évolution des prix que sur le plan des fondamentaux, lorsque vous y voyez de manière limpide. Je sais pas en fait comment répondre à cette question. Les 3 paires de devises les plus faciles à trader. On peut avoir plusieurs approches, soit moi je vous donne mon opinion personnelle, soit on peut avoir encore une approche statistique, je sais pas, étudier les trades sur une dizaine de paires de devises et considérer que les 3 paires de devises où le taux de réussite global est le plus important sont les 3 plus simples. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question en fait, je pense que c'est une question globalement assez large. Alors d'ailleurs nous on vous propose un guide sur notre site, dans la section guide de trading, le guide des caractéristiques des traders à succès, où justement on revient sur une étude statistique sur les trades réalisés par nos clients FXM à travers le monde, montrant des plages horaires qui sont plus propices à la réalisation de gains, et faisant justement un comparatif entre les paires de devises en fonction du taux de réussite de nos clients. Donc ça, ce sont des statistiques relatives à ce qu'enregistre en transaction FXM, et vous avez un guide de trading. Je crois que c'est le guide des caractéristiques des traders à succès, et qui se trouve dans notre section guide de trading. Alors le Bund baisse en effet, je vous rappelle, notre CFD expire ce soir, donc ne soyez pas étonnés, je vous reparle de ce marché là demain. Donc voilà, donc il y a des questions, peut-on envisager une stratégie d'achat du Bund sur son support? Certes, je dois l'admettre, le Bund réagit super bien sur son support majeur, enfin sur son support à 158. Le problème que je rencontre avec ce marché-là, c'est plutôt une bonne nouvelle que la Banque Centrale Européenne entame son produit lundi prochain. C'est plutôt un facteur de soutien pour le Bund. Le problème, c'est que si là je vous propose une vue de marché, ce soir elle sera terminée. Voilà, donc ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, c'est promis, demain, je reviens sur ce contrat. Mais en utilisant l'analyse technique, c'est vrai qu'au fond, on réagit bien sur cette ligne de tendance haussière, donc c'est pas mal. Et surtout, on tient le support à 158,17. Donc, ouais, c'est plutôt... et nous pourrions avoir un signal de trading à la fois ici sur le RSI, qui cache justement une oblique, et puis je vais surveiller cette oblique ici sur ce contrat. Voilà. Bon, enfin en tout cas, voilà. J'admets qu'on réagit bien sur 158,17 et puis que le marché est revenu attraper ici cette oblique de tendance. Alors, ok, bonjour Julie, je transmets ce message à Adriane. Tout short, question sur les indices boursiers, question sur le MIB et l'IBEX. Ok, donc pas mal de questions sur les indices. Bah écoutez, il est quelle heure là? Il est 15h01, donc moi je regarde les tout derniers chandeliers 4 heures. J'aurais plutôt tendance à dire qu'on a eu plutôt un signal positif sur le CAC 40. Je pense qu'on a plutôt réalisé une cassure haussière des 4950.
Alors est-ce qu'on va chercher 5000 points cet après-midi? C'est possible, hein. Je n'ai pas de boule de cristal, je sais pas quoi. Mais j'ai envie de partir du principe que maintenant les 4950 points sont support et qu'on va peut-être aller faire 5000 points cet après-midi. Alors, par contre, lorsque je reviens sur mes niveaux d'extension qui ont plutôt bien fonctionné ici, j'en ai une à 4991. 4991, c'est là toute prochaine. Donc premier support désormais, nous avons 4952 et prochaine target, je dirais 4991 ici sur le FRA 40. Le MIB et l'IBEX. Alors, le MIB, je pense que le MIB sera bientôt en mesure de réaliser une cassure haussière de ses sommets de 2014. C'est ce que nous avons toujours défendu ici chez DDFX France. Donc ça c'est envisageable, hein, d'envisager une cassure ici sur le MIB à terme des 22 553. Parce que globalement c'est une bonne chose de voir la Banque Centrale Européenne à la fois revoir en hausse ses perspectives de croissance économique et en plus maintenir et confirmer et donner des détails sur son programme de quantitative easing qui va donc commencer lundi 9 mars prochain. Et donc voilà, l'euro-yen c'était assez net, c'est sans bavure. L'euro-yen, voilà, il est vraiment donc sous sa toute première résistance. Alors l'euro-yen, je l'ai déjà commenté, je vous ai donné ma réponse tout à l'heure. Pitoun nous poste ici un commentaire: Draghi says we can print money to buy government bonds. Les objectifs de la BCE sont graduellement atteints. Voilà, merci pour tous ces commentaires. MCX, peut-on estimer à quel niveau le dollar serait trop fort? Alors, excellente question. Alors, je vais vous répondre d'une façon différente. Le dollar US, parce que ça c'est souvent des questions qu'on se pose finalement quand on estime une tendance suspecte. Or, avez-vous actuellement des raisons fondamentales d'estimer que la tendance haussière du dollar américain est suspecte? Cette tendance haussière n'est pas suspecte du tout. C'est la seule banque centrale majeure dans le monde pour laquelle, la Banque d'Angleterre aussi, pour laquelle le marché anticipe en 2015 une hausse des taux d'intérêt. Regardez ce que font toutes les autres banques centrales. Mais pour répondre à votre question, est-ce que dans l'absolu, le dollar US est cher? Vous avez ici un graphique historique du dollar américain depuis 1980. Regardez où se trouve le dollar US. Regardez où était le dollar américain il y a 30 ans. Il était 2 fois plus cher. Donc, dans l'absolu, le dollar US n'est pas historiquement cher. Les fondamentaux militent toujours en faveur de son appréciation. Je ne suis absolument pas dérangé par le fait de voir le dollar américain casser les résistances et continuer sa marche en avant. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet après-midi l'euro-dollar passe sous indice et est-ce que le CAC atteint 5000 points? Je pense que l'euro-dollar sous les indices, ça devrait être fait. Est-ce que le CAC va chercher 5000? Bon, ça, il y a encore quelques points à aller chercher là, mais bon, pourquoi pas. Alors, en effet, c'est magnifique ce que fait le Bunds, mais bon, notre contrat expire ce soir, hein, ça c'est comme ça, quoi. La BCE ne peut pas acheter de la dette grecque maintenant, donc en effet, Pitoun, ce sont des informations dont nous avions en effet connaissance. Bonjour Camille, vous allez continuer de nous suivre, Sylvain, Adriane et moi, et bien ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Le GBP AUD, je l'ai commenté tout à l'heure. Vous avez en effet le guide des traders à succès, qui est intéressant. Draghi nous rappelle que les banques grecques sont solvables. Alors, donc je poste un commentaire de Joseph. Donc de manière générale, tout le monde doit garder son esprit critique, hein, sur les marchés financiers, surtout par rapport à ce qui peut être dit dans une émission telle que celle-ci. Déjà, ce sont des commentaires indicatifs, et d'autre part, ce ne sont que des arguments que vous devez confronter à vos propres arguments. Voilà, vous en connaissez le principe. Ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Donc globalement, l'euro reste sous pression. La plupart des paires en euros ont fait des pullbacks sous résistance. Les marchés actions européens
donne plutôt des signaux techniques positifs. Le dollar américain fait des nouveaux plus hauts en amont du rapport NFP. Bref, globalement, les marchés semblent assez lisibles. C'est assez troublant d'ailleurs parce que ça semble assez clair ce qui se passe sur les marchés. Et pourtant, ça continue, donc tant mieux. Voilà, à 18 h, vous avez un webinaire ici même. Demain, on vous propose à 9 h 15 un point spécial, un focus euro-dollar gold. Donc simplement un focus sur le gold et l'euro-dollar parce que demain c'est une journée importante pour les métaux précieux. Puis à 11 h le morning meeting et enfin à 14 h 15 une émission spéciale pour le rapport NFP. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à avoir donné votre anticipation sur notre forum pour notre concours NFP. Merci beaucoup d'ailleurs. Notre forum est nettement plus actif cette semaine et on peut remercier d'ailleurs l'arrivée de Sylvain dans notre équipe. Donc voilà, on compte toujours vraiment sur votre participation et je vous retrouve donc demain à 9 h 15 pour le focus Gold Euro Dollar. Merci à tous.